Sandrine Rousseau, elle n'est pas la seule, hein, soutient par exemple qu'on s'en prenne à des œuvres d'art au nom de l'action écologique. Et un jour, ne vous y trompez pas, ils s'en prendront à des œuvres d'art pour les détruire. L'esclavage n'a pas été le même aux États-Unis, en France. La ségrégation, c'est une histoire américaine. Donc je pense qu'elle essaye d'amalgamer des choses, enfin c'est pas la première fois hein, qu'elle fait dans la confusion intellectuelle. Ma conception de la gauche, laïque, républicaine, antitotalitaire, anti-woke, tout ce que vous voulez, il me dit mais avec un programme comme ça, tu fais 25% au premier tour. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, chroniqueur, critique littéraire, auteur. Vous venez de publier aux éditions Léo Cher La faute à Rousseau, un pamphlet remarqué où vous analysez Sandrine Rousseau afin de souligner sa, je cite, bêtise. Donc vous étudiez le phénomène Sandrine Rousseau pour mener une analyse sur le wokisme et même le rousseauisme pour décrire cette mouvance qui promeut la déconstruction, le multiculturalisme, la théorie du genre. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi Sandrine Rousseau pour illustrer cette idéologie? Pourquoi pas, par exemple, Mathilde Panot ou une autre figure politique? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord adresser un message personnel à Manon Aubry. Vous savez qu'elle a dit que les micro-cravates étaient sexistes. Eh bien, en réalité, non, parce que si on ne porte pas de veste en tant qu'homme, on est obligé de faire la même manipulation qu'une femme, c'est-à-dire, au lieu de passer sous un chemisier, par exemple, on passe sous un t-shirt. Donc vous voyez, Manon Aubry a essayé de doubler dans le burlesque notre amie Sandrine Rousseau, elle y parvient parce que c'est tout aussi absurde que ce que raconte Sandrine Rousseau. Que j'ai choisi pour modèle parce que c'est peut-être, et c'est sans doute même la record woman des invitations dans les médias. Donc si les médias, le système médiatique l'a choisi comme invitée principale, c'est qu'il y a certaines raisons. C'est que c'est celle qui sans doute représente la théorie la plus globale du wokisme. Elle en représente à peu près toutes les tendances. Et je vais quand même rectifier un mot que vous avez utilisé. Il y a une part de bêtise chez Sandrine Rousseau, mais il ne faut pas tomber dans ce panneau sans mauvais jeu de mots. Il n'y a pas que de la bêtise, il y a énormément de cynisme. Et c'est même un cynisme qu'elle a théorisé, qu'elle a mis en formule, si on veut. Elle a dit « Avant, je tenais des propos raisonnables et personne ne m'écoutait. » Donc la suite de la phrase, vous la complétez vous-même. Maintenant, je tiens des propos déraisonnables et tout le monde m'écoute. Ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs. Elle va à la télévision, elle va à la radio, elle sort des théories complètement burlesques, elle sort ce qu'on appelle des punchlines. La punchline est reprise par d'autres médias et donc c'est à la fois bon pour elle et pour le média qui l'a reçu. Donc moi ça m'a intéressé parce que c'est quelqu'un qui a trouvé la bonne manière de manipuler le système médiatique. Mais évidemment, c'est pas Sandrine Rousseau en elle-même, quoique on aura sans doute l'occasion d'en parler. Son cas est intéressant. C'est Sandrine Rousseau en tant que symptôme. De quoi est-elle le symptôme? Si on voulait reprendre une expression un peu rebattue, c'est de quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom? Elle est le nom de causes qui, sur le papier, sont tout à fait honorables. Le féminisme. Qui n'est pas féministe, au fond? Qui ne voudrait pas l'égalité entre les hommes et les femmes? Qui ne voudrait pas combattre les violences faites aux femmes, à part quelques psychopathes? Le problème, c'est que ce féminisme est dévoyé pour d'autres buts. Elle est également le nom de l'écologie. Je pense que tout le monde est écologique, que tout le monde est navré de voir les dommages infligés à la planète, la manière dont notre environnement se dégrade, sauf que là aussi, c'est un écologisme totalement dévoyé au service d'autres ambitions, notamment une ambition personnelle. Et le wokisme en tant que tel, ça signifie être éveillé. Qui ne voudrait pas être éveillé? Qui veut continuer à dormir? Mais le wokisme n'est pas, j'allais dire une religion, vous voyez, mais pour moi c'est une religion. Une religion d'éveillé, c'est un projet totalitaire, selon moi, j'aurai l'occasion de le détailler, et un projet de civilisation et de contre-civilisation et de destruction de notre civilisation, et plus particulièrement de tout ce à quoi nous sommes attachés dans cette civilisation. Donc, en fait, je tire sur le fil Sandrine Rousseau pour défaire toute la pelote wokiste. Donc, on pourrait distinguer le fond, la forme, on pourrait aussi s'attarder sur les conséquences. Dans une autre interview que nous avons faite avec Charlotte Dornelas sur Tricolore,
Nous avions abordé le sujet et elle avait résumé cette mouvance comme un nouveau modèle et des nouveaux repères dans une société qui a tendance à les perdre. Et elle avait qualifié tout ça de délire. Vous allez même jusqu'à associer un aspect totalitaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur les éléments qu'on pourrait justement retrouver ? Mais le totalitarisme part toujours d'une forme de délire. En réalité, c'est une sorte de rêve qui tourne au cauchemar, c'est-à-dire qu'il faut bâtir une société nouvelle, et pour bâtir cette société nouvelle, il faut transformer les êtres qui la composent. Donc le grand fantasme, la grande ambition, et surtout la grande entreprise des régimes totalitaires, c'est de créer un homme nouveau. Le maoïsme a essayé de créer un homme nouveau, le nazisme a essayé de créer un homme nouveau, le communisme, surtout dans sa forme stalinienne ou maoïste ou polpotienne, a essayé de créer un homme nouveau. Là, c'est exactement ça. On essaie de détruire une civilisation, de détruire les êtres qui la composent pour repartir à zéro, c'est-à-dire à partir d'une table rase. Alors pour ce faire, eh bien, on s'attaque à tous les principes de base. On s'attaque d'abord à la langue. Bon, c'est notamment le cas de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive est illégale en France, mais quand même, on essaye de l'imposer par la force, c'est-à-dire qu'on s'attaque presque au plus intime de ce que nous sommes, la langue que nous parlons. On s'attaque à cela. Moi, en tout cas, j'y suis très attaché. On s'attaque à la littérature. Vous avez vu que la grande mode, c'est de réécrire les textes du passé à la lumière des exigences du présent. On estime que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient des êtres inférieurs à nous, d'un point de vue intellectuel et surtout d'un point de vue moral. Il faut donc les corriger à titre posthume. Ils laissaient paraître des choses qui sont inqualifiables, ce n'est plus possible. Donc on va réécrire Agatha Christie, Ian Fleming. Il y a un traducteur, hier j'étais dans un salon littéraire, qui était en train de retraduire Shakespeare. Et des directeurs de compagnies de théâtre ont dit « Nous, il est maintenant inimaginable, inadmissible, nous refuserons de monter des pièces de Shakespeare car nous ne voulons pas monter un auteur raciste et misogyne. » Voilà. Donc vous portez des jugements sur le passé. Alors ça peut être soit la cancel culture, vous annulez Shakespeare, comme je viens de vous le dire, soit vous corrigez les textes. C'est-à-dire là, vous laissez une deuxième chance. Voilà. Alors c'est un peu absurde parce que dans 20 ans, les critères auront changé. Vous serez donc obligé de corriger vos corrections. C'est ce qui se passe dans 1984 d'Orwell, où tous les textes sont, alors là pas tous les 20 ans, mais tous les jours, tous les textes sont corrigés en fonction de l'évolution de la société totalitaire. Alors ça va encore beaucoup plus loin, puisque maintenant vous voyez qu'ils essayent aussi d'abattre même la biologie, puisqu'on essaie de vous faire croire que par exemple un homme peut devenir une femme, ou une femme peut devenir un homme. Vous pouvez changer d'apparence, mais un homme qui est né biologiquement homme ne peut pas devenir une femme. Ses chromosomes ne vont pas changer, ses cellules, le codage de ses cellules ne vont pas changer. Mais quand même, vous avez toute une mouvance qui dit non, cette biologie-là a été créée d'abord par des hommes, c'est une science d'hommes, elle a été créée du temps où il y avait un patriarcat, donc il faut abattre tout ce qui a été créé sous le patriarcat. Même les mathématiques, 2 plus 2, 4, c'est une injonction patriarcale. 2 plus 2 peut très bien faire 5. Ce sont des hommes qui ont décidé 2 plus 2, 4. Donc si vous voulez, c'est tous les fondements de notre civilisation, c'est une révolution anthropologique, on s'attaque à la langue, on s'attaque à la littérature, on s'attaque à toutes les sciences, on veut abattre tout ça, et sur ce champ de ruines, on va essayer de reconstruire tout cela, mais sur une base idéologique différente, qui est le wokisme. Le wokisme, ça me paraît le terme qui est le plus adéquat pour englober tout ce qu'on a dit, le néo-féminisme, l'écologie punitive et tout le reste. Voilà. Mais en effet, quand on a un peu de mémoire historique ou quand on est un vieil homme comme moi, eh bien, on a déjà passé par là, puisqu'on a la mémoire de toutes les entreprises totalitaires. Ce n'est ni plus ni moins qu'un totalitarisme qui s'impose par la violence, qui s'impose par, je vous en ai donné quelques cas, et qui s'impose aussi par la violence envers l'adversaire, puisque quiconque s'oppose à ce délire est d'extrême droite, fasciste, néo-nazi, etc., etc. Donc il ne faut pas se tromper. C'est un contre-projet de civilisation. Madame Rousseau n'est pas seulement porteuse d'une certaine bêtise, c'est pas seulement une amuseuse de médias publics ou privés, c'est quelqu'un qui est porteur d'un projet délétère. Je pense que c'est un danger qui est pour l'instant sous-estimé. Je me considère comme un lanceur d'alerte.
si vous voulez. Voilà. Et j'ai voulu donner à ce lancement d'alerte une forme littéraire, une forme qui me plaît bien, le pamphlet. J'ai déjà fait plusieurs pamphlets. Et je trouve que la menace, la gravité de la menace qui pèse sur nous justifie le pamphlet, qui est un genre assez violent, ou en tout cas très offensif. Et alors vous qui êtes justement spécialisé dans tout ce qui regroupe la littérature, l'argumentation, la dialectique, comment fait-on pour mener un débat face à quelqu'un comme Sandrine Rousseau? On le sait, Sandrine Rousseau ne veut pas débattre avec vous, et l'un des critères propres au totalitarisme, c'est aussi la pensée unique. Là, on sait qu'il y a une sorte de censure, de bloc qui instaure une négation du débat, le bien, le mal, tout est régi par l'émotion. Donc, comment est-ce que vous faites pour justement arriver à combattre ces idées-là, ou du moins à se faire entendre? Bon, d'abord, il faut décider de les combattre. Vous avez beaucoup de gens qui refusent de le faire parce que ça coûte très cher de s'opposer à la doxa. Ça se paye de la marginalisation, ça se paye de la censure, ça se paye d'une relégation sociale puisque vous tombez dans le camp du mal. Donc vous cessez d'être invité dans toute une partie des médias. D'ailleurs, il y a un cas d'école avec mon pamphlet, la faute à Rousseau, puisque mon pamphlet n'a pas recueilli, je ne vous parle pas d'un article, je ne vous parle pas d'une ligne, je ne parle pas une lettre dans un média public. Pas un mot dans un média classé à gauche, même le centre-gauche. Donc c'est clair, vous cessez d'exister. Il faut pouvoir le supporter socialement, il faut pouvoir le supporter intellectuellement, il faut pouvoir le supporter moralement. Il y a des gens qui, voyant des gens qui leur tournent le dos, qui les traitent de fascistes, tout d'un coup, du jour au lendemain, de néo-nazis, ne le supportent pas, donc ils donnent le change. Ils font semblant de se soumettre à cette doxa. Ils n'en pensent pas moins, puisqu'on n'est pas encore tout à fait dans 1984. En 1984, on est au stade au-dessus, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas qu'il existe une autre pensée que la pensée totalitaire. Pour l'instant, les gens le savent, mais ils mesurent les inconvénients, les avantages, et ils disent il vaut mieux que je me taise, en tout cas que je ne m'exprime que dans un cercle privé, mais surtout pas de déclaration. Alors ça va assez loin parce que non seulement vous êtes tenu à une certaine neutralité, mais ça ne suffit pas. La neutralité, il faut vous engager. C'est-à-dire vraiment crier au scandale, dénoncer les injustices de plus en plus imaginaires, enfin voilà. Donc il y a quand même ce problème. La deuxième chose, vous l'avez mentionné, Sandrine Rousseau donc, refuse de débattre avec moi. Jean-Luc Mélenchon, alors lui c'est mieux, il refuse de participer à des émissions où je suis présent. C'est-à-dire que dans Balance ton poste, il a exigé que je sois viré du plateau pour participer à l'émission. Vous voyez, c'est une conception de la démocratie qui est quand même plus proche du totalitarisme que ce que nous connaissons généralement en France. Bon, alors après, une fois qu'on a décidé de combattre, comment il faut le faire? D'abord, il faut le faire avec beaucoup de détermination. Voilà, il faut savoir que nous sommes dans un cas de figure où c'est eux ou c'est nous. C'est-à-dire, soit c'est nous qui allons triompher, soit c'est eux. Si c'est eux, ça va être la fin de beaucoup de choses auxquelles nous sommes attachés. J'ai parlé de la littérature. Vous avez vu aussi que Sandrine Rousseau, elle n'est pas la seule, soutient par exemple qu'on s'en prenne à des œuvres d'art au nom de l'action écologique. C'est-à-dire on détériore des œuvres d'art. Pour l'instant, les tableaux sont protégés par des glaces, là, des jets de projectiles ou de liquides. Mais un jour, ne vous y trompez pas, ils s'en prendront à des œuvres d'art pour les détruire, pour faire parler en disant, voyez, l'écologie c'est plus important que les œuvres d'art, pour attirer l'attention sur ce combat, nous allons détruire des œuvres d'art. Il y a un côté un peu talibanesque, voilà. Quand les talibans sont arrivés en Afghanistan, ils ont détruit ce qui précédait, les Bouddhas, donc de l'époque bouddhiste. Les écologistes à la Rousseau, c'est les nouveaux talibans. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire ce qui existait avant la nouvelle religion. Là, c'est pas l'islam, c'est l'écologie, en tout cas la néo-écologie. Donc il faut... il y a quand même un ressort qui marche très bien. Moi, j'ai pu l'expérimenter dans plusieurs salons du livre, où j'avais une table ronde ou une interview. C'est le bon sens. On s'aperçoit, dès qu'on passe le périphérique, en fait, dès qu'on quitte un peu Paris et son petit microcosme, que le délire, puisque ce mot me paraît tout à fait adapté,
le délire ne marche pas aussi bien. Les gens sont beaucoup moins réceptifs au délire et ont gardé une forme de bon sens où en effet ils savent très bien qu'un homme ne devient pas une femme, qu'une femme ne devient pas un homme, que en effet on ne s'en prend pas à un tableau de Van Gogh sous prétexte que des espèces animales disparaissent. Enfin, il y a un bon sens populaire, bien français d'ailleurs, qui s'oppose au délire. Donc il ne faut pas hésiter à aller dans ces salons du livre, à accepter des invitations, parce que tout d'un coup, ces gens qui n'osent pas trop s'exprimer, quand ils voient un intello s'exprimer, ils disent bon ben au fond, on est d'accord, c'est pas nous qui sommes dans un délire, c'est pas nous qui sommes des ringards, des bouseux, qui comprenons pas le nouvel ordre du monde, c'est simplement que c'est un nouveau désordre du monde. Et je suis très étonné, ravi aussi du soutien que je reçois à chaque salon du livre. Les gens viennent faire signer leurs livres par dizaines, me parlent, me remercient. Donc je trouve que en renouant avec cette France silencieuse, avec cette France d'en bas, on reprend un peu espoir. Ce qui veut dire que le succès du wokisme, relatif du rousseauisme et de tous les ismes, c'est un succès qui est dû à l'imprégnation du milieu médiatico-intellectuel par ces théories. Là, ils sont très très bien représentés dans les médias, surreprésentés par rapport au reste de la population. Ils le sont dans certains lieux de savoir et d'enseignement. Sciences Po, que je crois vous connaissez bien, qui est devenu maintenant une place forte du wokisme et de d'autres délires à la mode, mais ils le sont beaucoup dans les rédactions. Et notamment, il y a un conflit de génération maintenant dans les rédactions entre les nouveaux arrivants et les anciens. Vous voyez dans Libération un article de Luc Levaillant et un article d'un jeune journaliste, vous voyez que ce n'est pas du tout la même gauche. Qu'il y a une gauche ancienne, raisonnable, qui est encore une gauche républicaine, laïque, rationnelle, et de l'autre, vous avez le délire extrême gauchiste qu'on voit à la Rousseau, etc. Donc il faut à la fois, je dirais, porter la bonne parole, dialoguer avec cette France du bon sens, et puis porter le combat sur le plan médiatico-intellectuel. Moi, je le fais par exemple dans le JDD maintenant, puisque j'interviens de plus en plus dans le JDD, qui me laisse carte blanche. Je le fais dans l'émission de L'heure des pros, de Pascal Praud sur CNews. Donc il faut porter le combat là où nous sommes minoritaires, dans le champ médiatico-intellectuel, parce que l'extrême gauche, le wokisme et tous les ismes, je ne vais pas les énumérer à chaque fois, ont fait un travail gramscien extrêmement efficace, c'est-à-dire d'imprégnation intellectuelle. Ils ont fait passer leurs idées ont lentement infusé, et elles sont surreprésentées, et il y a même des chaînes, je pense aux chaînes publiques, où c'est presque une propagande 24 heures sur 24, c'est-à-dire les thèmes pseudo-progressistes font l'objet de déclinaisons sans fin. D'ailleurs, je rends hommage à leur imagination, ils arrivent toujours à trouver un sujet, une intersectionnalité auquel nous n'avions pas pensé. Donc voilà, le combat avec la France du bon sens et le combat là où nous sommes le plus en minorité, c'est-à-dire le milieu médiatico-intellectuel. On va à la télé, on va à la radio, on écrit dans les journaux, on écrit des livres, on accepte le débat, contrairement à mes adversaires. Moi, j'accepte tous les débats, j'ai jamais refusé un débat. Et je pense que si on fait ce travail contre Gramscien, je pense que tout est possible. Quand on parle du bon sens, j'aimerais aller un petit peu plus vers là. Justement, quand on a quelqu'un qui n'a pas la même définition que nous en face, par exemple, en français, quand on a quelqu'un qui s'accommode des incohérences, quand on a quelqu'un qui s'accommode des contresens, concrètement, comment fait-on pour adopter une attitude qui soit modérée? Par exemple, si on est contre ce néo-féminisme, on va nous traiter d'antiféministes. Donc, comment fait-on pour justement garder des convictions sans être renvoyé dans un camp extrême? C'est compliqué justement quand le sens des mots n'est pas le même pour tout le monde. Je vois que vous parlez d'expérience. Je sens qu'il y a du vécu derrière votre question. Évidemment, c'est pas très simple. Alors, il y a deux méthodes que moi j'expérimente, non pas que j'ai trop le choix, parce qu'il y a la méthode un peu de l'énervement. Ça peut provoquer de l'énervement. C'est pas très efficace. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de m'énerver. C'est pas là où j'ai été le plus efficace. Bon. Il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus efficace, c'est de revenir sur le plan rationnel et de reprendre ce qui vous a été dit, et au lieu ce qui a été dit, au lieu que ça soit éclairé
par le délire, vous essayez de l'éclairer par la raison. Je vais vous donner un exemple précis que d'ailleurs je prends dans La faute à Rousseau. Quand Sandrine Rousseau dit « Je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR », on est d'accord que Mme Rousseau prétend représenter le féminisme. Nous sommes d'accord. Bon. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Vous dites, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Rousseau. Donc, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Bon, vous restez au niveau de l'analyse. Cette phrase veut dire que, en fait, le modèle du féminisme, et même la place d'une femme en général, est du côté des jeteuses de sorts, des sorcières, c'est-à-dire de l'irrationnel, de la magie noire, des trucs qu'on appelle des trucs de bonne femme, d'une manière péjorative, et que de l'autre côté, c'est ce que laisse entendre l'ingénieur EPR, les hommes, eux, sont du côté du rationnel, des grandes écoles, de la science. Est-ce que ça correspond à une véritable vision féministe? Est-ce que le féminisme que prône Mme Rousseau, c'est que la place des femmes ou l'activité qu'on recommande aux femmes, c'est de danser nues par les nuits de claire lune, les nuits de pleine lune dans une clairière, ou de touiller des filtres magiques dans leur cuisine, plutôt que d'être comme Marie Curie dans leur laboratoire. Parce que c'est ça qu'il faut bien savoir. Donc à partir du moment où vous commencez... Alors évidemment, c'est pas très payant d'un point de vue médiatique, parce qu'on veut la petite phrase, on veut que ça clash, on veut que ça claque. Bon, mais il faut le faire. Autre exemple, toujours Mme Rousseau, le travail est une valeur de droite. Bon, encore une fois, vous dites, c'est pas ma définition, c'est la définition de Mme Rousseau. Le droit à la paresse. Le travail est une valeur de droite. Parce que moi, il me semblait que, par exemple, du temps de l'Ancien Régime, le clivage, c'était entre ceux qui travaillaient et qui jetaient un regard extrêmement négatif sur ceux qui refusaient le travail, pour lesquels le travail était une malédiction, c'est-à-dire l'aristocratie. L'aristocratie, pour eux, c'était l'horreur de bosser, c'était déchoir au niveau du peuple. Pourquoi ils ne voulaient pas bronzer, les aristocrates? Parce que c'était le signe d'une activité de plein air, c'est pour les paysans. Voilà. Donc il se trouve que la valeur de travail était plutôt du côté populaire, du côté du peuple, du côté plutôt de la gauche, plutôt que de la droite. Ensuite, le travail a été pour les femmes un formidable vecteur d'émancipation. Le droit au travail, c'était une revendication féminine et féministe entre toutes, puisque ça permettait de sortir de chez soi, de n'être pas cantonné aux tâches ménagères, à faire le ménage et à élever les enfants. Et c'est quand même un combat qui a été mené par la gauche. Donc, je vous donne deux exemples. On peut multiplier 50 absurdités, mais si vous ramenez le dialogue sur le plan de la raison, vous allez voir que tout s'effondre. Même les théories biologiques délirantes. Moi, j'ai vu un échange qui était formidable. Il y avait un partisan qui était un militant de la transsexualité. Non, les hommes peuvent devenir des femmes des hommes. Et il se trouve qu'il était ambulancier. Et il faisait face à un scientifique qui faisait un peu comme je vous ai dit, qui en fait ramenait le terrain sur le rationnel. Les scientifiques lui demandent, vous êtes donc ambulancier, si un homme vous appelle, il dit qu'il a besoin de vous urgemment parce qu'il vient de perdre les os et il va accoucher. Est-ce que vous y allez? Silence. Parce qu'il était coincé. Parce qu'il sait très bien que cet homme n'a pas pu devenir une femme qui porte un enfant. Cet homme ne peut pas avoir un utérus, cet homme ne peut pas avoir porté un enfant. Donc en fait, c'est le retour à la raison, le retour au rationnel qui vous... Alors c'est pas aussi simple que ça parfois, mais il faut essayer de faire ce travail pédagogique. Ensuite, ce n'est pas des conseils que je donne, mais avoir le cul endurci, puisqu'au bout de 30 secondes, vous allez être traité de facho, ou en tout cas d'extrême droite. Maintenant, facho, c'est un peu usé, c'est nazi maintenant. J'ai vu que ça monte un peu. En tout cas, ce qu'on m'adresse sur les réseaux sociaux, le pourcentage de nazis augmente par rapport au pourcentage d'extrême droite. Donc il faut avoir les nerfs pour le supporter, mais je pense que le dialogue est encore possible. Il est de plus en plus difficile parce que le niveau intellectuel s'abaisse, en réalité. Donc les gens sont de plus en plus... perméable à l'absurdité. Vous avez vu que dans tous les sondages, la croyance en l'irrationnel augmente de plus en plus.
dans l'astrologie, justement dans l'occultisme, dans la magie noire. Donc c'est pas un hasard, hein. Tout ce qui est porté par cette vision féminine un peu étrange, que la femme est du côté de l'intuition plutôt et du l'irrationnel, finit par infuser un peu dans la société, où maintenant, après quand même des dizaines de générations d'éducation, bien on retombe dans des préjugés ancestraux, dans des superstitions dont on pensait être débarrassé. Il faut le dire, le rousseauisme, le wokisme, c'est un formidable mouvement de régression intellectuelle avant tout. Alors, vous avez dit qu'on vous traite par exemple de nazi. J'aimerais bien revenir sur un événement qui a eu lieu à Sciences Po Paris, au campus de Reims. Sandrine Rousseau y a fait une conférence dans laquelle elle déclare que le but premier avant tout de l'extrême droite, c'est le suprémacisme blanc et qu'ils utiliseraient des moyens, des thèmes comme l'écologie, l'économie, pour s'introduire en politique et imposer leur véritable idée initiale. La motivation, l'énergie du mouvement de l'extrême droite, c'est le suprémacisme blanc. Et ils peuvent prendre différents masques pour essayer de faire passer leurs idées. À la fin, ce qui les fait lever le matin, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce discours finalement contre elle ? Elle est dans un parti écologique et finalement on finit par parler du barbecue comme signe de virilité. Il existe aux États-Unis, mais elle a l'air de parler de manière générale, elle parle plutôt du contexte français, où là on peut démonter en 5 secondes sa théorie. Il se trouve que ce n'était pas vrai, ce suprémacisme blanc, parce que c'est pas la même histoire tout simplement. En France et aux États-Unis, l'histoire du racisme en France n'est pas du tout celle des États-Unis. C'est pas évidemment l'esclavage n'a pas été le même aux États-Unis, en France. La ségrégation, c'est une histoire américaine. Donc je pense qu'elle essaye d'amalgamer des choses. Enfin, c'est pas la première fois qu'elle fait dans la confusion intellectuelle. Après, oui, je pense qu'on peut retourner son argument, parce qu'en réalité, beaucoup des thèmes qui sont développés, en fin de compte, sont des armes dirigées toujours contre le même ennemi, c'est-à-dire le mâle hétérosexuel blanc. Enfin, en réalité, tout revient à peu près à ça. D'abord, c'est lui qui a dominé le monde, donc c'est lui qui est responsable de la mauvaise marche du monde. Donc c'est à lui qu'il faut s'attaquer, et c'est lui qu'il faut faire disparaître. Là, c'est de la cancel culture portée très très loin, puisque c'est même la disparition du mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, c'est-à-dire que moi, mon espérance de vie, quand même, comme je coche à peu près toutes ces cases, est quand même assez limitée. Et vous avez vu que même parfois c'est dit de manière plus ouverte. Alice Coffin dit moi je ne lis plus de livres écrits par des hommes, je n'écoute plus de musique composée par des hommes, etc. Ce qui est quand même, alors c'est absurde en soi, mais c'est surtout, c'est-à-dire que tous les hommes se valent en réalité, parce qu'elle ne lit même pas non plus de traités féministes, authentiquement féministes, qui seraient écrits par des hommes. Vous voyez qu'on va quand même très très loin dans l'absurde. Mais en effet, je pense que l'écologie, dans le cas de Sandrine Rousseau, oui, est un prétexte. Ça va beaucoup plus loin. En effet, elle parle de l'écologie, mais il y a des couches superposées. Évidemment que c'est un projet global qui va bien au-delà des préoccupations sur l'état de la planète. Mais c'est pas la seule, hein. C'est en général, l'extrême gauche, vous savez, saute en croupe de tout ce qui passe, tout ce qui peut l'aider, toutes les idées dans l'air qui peuvent faire progresser ses idées de lutte contre l'Occident, de lutte contre l'homme, de lutte contre l'homme blanc particulièrement. Et ça a toujours été une tactique d'extrême gauche, une tactique du gauchisme. Donc à la fois, Sandrine Rousseau, c'est une actrice, mais c'est aussi une idiote utile de tous ces gens-là. Ils se servent de Sandrine Rousseau. Après, il commence à y avoir quelque chose de très rassurant, c'est que l'intersectionnalité commence à ne plus marcher. Voilà. Donc là, on le sentait venir, hein, mais voilà. Là maintenant, vous avez vu avec l'affaire Médine, elle a réussi à se faire siffler par la France Insoumise, aux universités de la France Insoumise, parce que vous ne pouvez pas vous en prendre à Médine puisqu'il est musulman. Bon, donc elle l'a fait, puisqu'il a tenu des propos antisémites. Donc là, ça ne va plus. Donc là, il va y avoir, au sein de cette mouvance, il va y avoir des guerres de plus en plus ouvertes entre les pro-musulmans, entre les féministes, entre ceux qui
ceux qui appartiennent aux deux camps, et je pense qu'ils vont se bouffer le nez pour notre plus grand plaisir. Ça va être un spectacle formidable à voir. Enfin, vous avez été pendant plusieurs années un duo complémentaire avec le polémiste Éric Zemmour, avec qui vous êtes encore amis. Vos constats sont parfois proches, parfois très éloignés. Vous avez tous deux une forte argumentation, un sens critique acéré. Après avoir dressé votre analyse des dérives de la société actuelle, ne souhaiteriez-vous pas, vous aussi, vous lancer en politique? Ou est-ce que vous préférez rester dans le camp de l'auteur et du critique littéraire? Depuis quelque temps, on me pousse à entrer dans l'arène. Voilà. C'est vrai, je me rappelle d'avoir une conversation avec Richard Malka, puis je commençais à lui parler de comment je vois la gauche, qui est mon camp, hein. Bon, comment je vois la gauche, voilà, ma conception de la gauche, laïque, républicaine, anti-totalitaire, anti-woke, tout ce que vous voulez. Il me dit, mais avec un programme comme ça, tu fais 25% au premier tour. Donc il y a soit des petites taquineries amicales, soit des gens qui me disent, non mais il faut y aller, la gauche est perdue, de toute façon, vous représentez quelque chose, au moins, moi je suis à droite, j'ai envie de voter pour vous, voilà. Bon, écoutez, d'abord, vous m'auriez posé la question avant l'aventure de Zemmour, déjà j'aurais été réservé, mais j'ai vu ce que c'était qu'une aventure politique. J'ai vu que c'était un investissement à 200%. J'en ai beaucoup discuté avec Éric, évidemment. Il savait, et je savais que ça allait être très dur. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur quand même, parce que c'est terrible. Sa vie privée a été jetée en pâture, tous les coups étaient permis. C'est d'une violence incroyable, sans parler de l'énorme dépense d'énergie que ça demande, hein, indépendamment des coups fourrés et des coups tordus. D'avoir suivi ça de près, ça m'invite pas tellement à me lancer dans l'action politique. En plus, ça peut paraître curieux parce que j'ai en effet fait carrière dans le débat télévisuel un peu offensif, j'ai fait plusieurs pamphlets, je suis vraiment bagarreur, etc. Mais moi, au fond, je suis un contemplatif. Donc, ces deux tendances cohabitent en moi. Écoutez, moi je fais parfois une introspection que je conseille à tout le monde. À la fin de la journée, vous demandez qu'est-ce qui m'a rendu vraiment heureux aujourd'hui? Ben moi, à la fin de la journée, ce qui m'a rendu heureux, 99,9 fois sur 100, c'est d'avoir passé quelques heures dans un fauteuil avec une tasse de café à la main, un livre dans une autre main et des chats sur les genoux. Pas d'avoir fait une émission politique, pas de m'être énervé sur Twitter, pas d'avoir argumenté, ça ne me rend pas heureux. Donc il faut choisir. Éric Zemmour, à un moment, il a ressenti quelque chose qui était évident, c'est qu'il était arrivé au bout d'un chemin de journaliste. Il n'était plus journaliste depuis un moment. Hein, quand un journaliste, quand la phrase fétiche d'un journaliste, c'est « je ne suis pas là pour poser des questions », c'est qu'il y a un truc. Hein, voilà, un journaliste qui veut pas poser des questions, il y a un truc. Et puis dans un deuxième temps, il a ressenti comme une mission. Il pense, il le pense à juste titre, que la France est en danger. La France telle qu'il la conçoit, telle qu'il l'aime, telle qu'il la veut. Elle est en danger existentiel. Sans aller le comparer à Jeanne d'Arc, je pense que ça le ferait rire, mais il y a une forme de mission qui est tombée sur lui, donc qui justifiait qu'il change de carrière, qu'il fasse tous les sacrifices dont nous avons parlé il y a quelques instants. Moi, j'en suis pas là. C'est vrai que j'ai pas franchi ce cap parce que la contemplation, c'est plus mon truc. La littérature, c'est plus mon truc. J'ai vu Éric il y a 2-3 jours, on a comparé nos lectures de l'été. Il a lu des essais, j'ai lu des romans. Non pas que je ne lise pas d'essais, mais j'y consacre pas tout mon été, lui oui. Non pas qu'il ne lise pas de romans, mais il est moins du côté du roman. Moi, je suis du côté de la contemplation des chats de la littérature. Il n'a pas de chat, il lit plus d'essais, il ressent la nécessité d'une mission. Ça peut prendre des formes intermédiaires, je ne sais pas, animer un cercle de réflexion, peut-être soutenir des candidats, je ne sais pas. Voilà, ça peut prendre d'autres formes. Moi, je crois au livre, hein, donc je crois à l'influence des essais, des pamphlets. Je vous ai dit que j'allais beaucoup dans les salons du livre, j'aime beaucoup débattre. Vraiment, je vois à force,
bon an, mal an, je vois des milliers de personnes par an. Donc je crois à cette forme, je n'abandonne pas le combat. Pour l'instant, je n'envisage pas de lui donner une forme strictement politique. Voilà. J'en suis là. Peut-être si vous me posez la question dans un an, j'aurais changé. Mais le temps passant, je dirais qu'on a plus tendance à suivre sa pente naturelle. Et ma pente naturelle, je viens de vous dire ce qu'elle est. Merci beaucoup. Une dernière question pour conclure. Un ouvrage que vous nous conseillerez de lire ? Je vais piocher dans mes lectures récentes. J'ai lu une formidable biographie signée Dominique Bonnat de Kessel et Druon, de Joseph Kessel et Maurice Druon. Donc Joseph Kessel, auteur de l'Armée des Ombres, du Lion, etc. Maurice Druon, des Rois Maudits, etc. Et alors c'est évidemment une biographie intellectuelle mais aussi personnelle. Et la première scène du livre, c'est Druon et Kessel qui traversent à pied l'Espagne pour fuir la France occupée et par le Portugal rejoindre De Gaulle à Londres. Et écoutez, ce livre, non seulement c'est passionnant, ça fait revivre 50, 60, 70 ans de vie intellectuelle française, mais ça déborde d'héroïsme et vous vous sentez tout petit. Voilà, c'était des gens qui avaient des capacités créatives hors du commun et qui en plus étaient des hommes courageux. Voilà, vous voyez, ils n'ont pas attendu, ils avaient la Gestapo aux fesses, voilà, ils vont rejoindre Londres, le général de Gaulle, ça balance pas. Donc voilà, à la fois des modèles intellectuels et des modèles de moralité. Bon, en plus, quand Druon arrive quand Kessel arrive à Londres, le général de Gaulle lui dit moi j'ai pas trop de mission à vous confier, ce que vous pourriez faire de mieux c'est écrire un livre sur la résistance. Et c'est ce qu'il fait. En 1943, il fait paraître l'Armée des Ombres, que moi j'avais pas lu jusqu'à cet été, j'avais vu que le film de Melville qui est déjà très beau, mais c'est un remarquable roman. Et entre l'héroïsme de l'auteur, et puisque c'est inspiré par des histoires vraies, l'héroïsme des personnages dont il parle, moi j'étais éperdu d'admiration. Et Dominique Bonnat a une plume formidable, très précise, informée. Écoutez, j'ai racheté les œuvres complètes de Druon, j'ai acheté les œuvres complètes de Druon, ça m'a complètement donné envie de mieux connaître Druon et de revenir vers Druon, parce que c'est un conseil de lecture que je donne. Vous savez, on cherche toujours à relancer le roman national. Comment enseigner l'histoire? Est-ce que ça doit être le roman national? Moi, le premier roman national que j'ai lu, c'est Les Rois Maudits de Druon. Je les ai d'abord vus dans la première version, avec Jean Piat, formidable. Et ensuite, je me suis rué sur les bouquins de Druon. Moi, j'étais jeune, hein, je devais avoir 12-13 ans. Et moi, je le conseille, c'est une manière d'apprendre l'histoire de France formidable. Lisez Les Rois Maudits de Druon après la bio de Bonnat et regardez, ça tient très bien la route. Regardez l'adaptation télévisée qui en avait été faite. Et puis un livre d'actualité, un essai que je viens de terminer, ça s'appelle L'école à deux vitesses de Jean-Paul Brigelli. Je crois que moi, tout ce qu'on a dit là, toutes les questions que vous m'avez posées, tout part de l'école. Il faut arrêter avec le délire, revenir aux fondamentaux, apprendre aux gamins, lire, écrire, compter, les savoirs fondamentaux. La sensibilisation à l'écologie, ça viendra après, à la diététique, ça viendra après, les ateliers avec des drag queens, ça viendra, mais bien après. On repart à la base, on fait des citoyens éclairés et pas des idiots abrutis par la propagande pseudo-progressiste. Et Brigelli a les solutions. Il exprime ça dans un français très clair, offensif, sans être pamphlétaire. C'est un essai un peu appuyé, mais c'est pas la faute à Rousseau, qui est un peu plus violent, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'il a... Non seulement il y a le diagnostic, mais il propose, à mon avis, les bonnes solutions. Si on remet l'école au centre du village, on va remettre la raison au centre du village, et la moitié de nos problèmes, pour ne pas dire davantage, seront réglés. Tout procède de l'école, et tout doit y revenir. Seulement, ça doit être un processus révolutionnaire. Quand je vois le mal qu'on a à faire interdire l'abaya, qui devrait être un problème réglé en 3 minutes, vous avez des tutos sur Internet faits par des islamistes qui expliquent aux gamines comment mettre l'abaya pour quand même faire de la propagande islamiste, mais sans se faire pincer. Donc, écoutez, non seulement c'est un vêtement religieux, le débat est tranché, mais c'est même un vêtement de propagande. Quand vous voyez les difficultés auxquelles on est confronté pour remettre tout ça dans le bon sens,
rétablir l'autorité, rétablir l'apprentissage des savoirs fondamentaux, rétablir le par cœur. Je ne parle même pas de l'uniforme, le port de l'uniforme, qui est encore un débat. En tout cas, Brigheli, l'école à 2 vitesses, je peux vous dire qu'une fois que vous avez lu ce livre, vous vous dites que ça va être dur, mais que tout n'est pas perdu, parce que les solutions existent et ne sont pas, c'est pas des choses, le fruit d'élaboration intellectuelle incroyable. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on en revient au bon sens. L'école à 2 vitesses de Brigheli, toutes les solutions sont là-dedans. Merci beaucoup. Merci à vous.